Et donc, on se fait quand même une petite pastille Focus Pulps qu'on insère comme ça alors qu'on l'a enregistré techniquement après le podcast, mais vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne vous en rendez absolument pas compte puisque c'est la magie du montage. Et vous verrez que du coup Arnaud ne dit pas salut à la fin du podcast. Ce gros malpoli. C'est ça, effectivement. Bah, écoute, de temps en temps, voilà, on peut s'affranchir de dictats et de choses comme ça. Mais donc, c'est le Focus Pulps. Le Focus Pulps, qu'est-ce que c'est? C'est cette fameuse pastille que l'on vous propose une fois par mois pour vous proposer des titres des comics VO à prix de lancement. Généralement, on essaie à chaque fois de vous proposer un petit peu de super-héros et un petit peu d'indé, tout simplement avec donc voilà des séries dont on pense qu'elles pourraient vous intéresser parce que elle nous intéresse et on a cette affreuse prétention de penser qu'on a un peu de goût et que du coup et comme vous nous écoutez surtout en fait si on a envie de s'intéresser à quelque chose, peut-être que vous l'aurez également envie et donc le prix de lancement est là pour vous inciter à la découverte de certains titres. Alors pour le premier choix, Corentin, on part sur le Ultimate Wolverine puisque déjà la ligne Ultimate pour l'instant se montre pas mal de qualité mine de rien dans ses différentes propositions, que Wolverine c'est un personnage plutôt cool et que surtout on va le voir réinventé avec Chris Condon et Alessandro Cappuccio, donc un auteur et un scénariste dont on a déjà pu pas mal apprécier les travaux précédemment. Et c'est d'ailleurs assez amusant parce que il y avait cette espèce de logique quand Jacob Phillips s'est lancé avec Chris Condon pour faire la série Texas Blood, Texas Blood en version américaine. Du côté c'est le fils Phillips qui se met avec un nouveau champion des polars, Chris Condon, et là il y a un peu le même côté justement. Condon, il arrive chez Marvel et il va hériter en fait des séries d'action, des séries noires, des séries d'espionnage et des séries polars petit à petit. Donc il y a un peu un côté, effectivement, on recrée justement les conditions d'accès à un Marvel fait par des personnes qui, je vais pas dire débutent dans l'industrie évidemment, mais qui sont pas encore aussi identifiés, aussi restack à l'époque. Enfin, je veux dire que les scénaristes plus récents, comme justement Ben Percy et tout, c'est l'occasion vraiment de créer une nouvelle page blanche, de faire un nouveau monde Wolverine qui est débarrassé de la continuité précédente. Dans ce monde-là, Wolverine, en l'occurrence, est devenu le Winter Soldier, en fait, à la solde des troupes et des forces d'Europe de l'Est, notamment la famille Rasputin, qui maintenant sont devenus les alliés du Maker, donc du Ultimate Red Richards, qui est devenu le nouveau dictateur qui dirige cette réalité. Et donc, on ne sait pas exactement quand ça a commencé, cette espèce de nouveau rôle qu'il a occupé, mais il a énormément de trous dans son historique. C'est pas du tout le Wolverine qui a épousé Mariko, c'est pas le Wolverine qui a fait le professeur pour l'Institut Xavier. A priori, même Sabretooth, on ne sait pas s'il le connaît. Donc, c'est vraiment, en fait, une toute nouvelle façon de l'écrire, parce que justement, Wolverine, qui est un personnage très ancien, il est généralement un peu chargé en souvenirs, en passé, en ancien adversaire qui revient dans le présent. Là, c'est vraiment une nouvelle version. Donc, c'est forcément un peu enthousiasmant. Le nouveau costume est cool. Chris Condon, il écrit bien. Lisez Texas Blood si vous le pouvez, et priez pour que un jour la suite arrive en VF, parce que le 3e arc, c'est le meilleur. Et Cappuccio est très très fort aussi. Enfin, il était très très fort sur les Moon Knight. Ouais, on voit dès la couverture que ça a l'air vraiment de déchirer au sens propre avec les griffes. Ouais. Donc voilà, carrément chaud. Et puis l'univers Ultimate en général, supervisé par Jonathan Hickman, rend pour l'instant très très bien à mon sens. On a la preuve que c'est vraiment supervisé au-delà de ces titres, parce qu'il y a quand même un groupe éditeur aussi, un éditeur de groupe. Je suis pas sûr que Hickman ait tant d'implications sur le reste que ça d'ailleurs. Hickman a défini le point de chute qui sera le crossover Ultimate qui aura lieu à la fin de l'année 2026, 2025 ou 2026, ouais. 6 normalement, il reste 2 ans dans sa bulle, le Maker. D'accord, ouais. Donc peut-être 2025, mais maintenant que ça fait 1 an, j'ai plus le compte en tête, mais lisez Ultimate Invasion qui est dispo chez Panini Comics si vous voulez un peu avoir l'origine de cet univers-là. Grosso modo, le Maker est dans une prison et dans lequel le temps passe en accéléré, et on sait qu'il a tant de mois avant de ressortir, ce qui sera du coup le crossover des différentes séries qui auront été posées entre-temps. C'est Hickman qui a défini cet objectif-là et qui a designé la nouvelle équipe des Ultimates qui fait Ultimate Spider-Man et qui donne un peu les directives pour quelles sont les grandes règles de la saga. Je sais pas si c'est lui qui a eu l'idée de faire un Ultimate Wolverine en mode Winter Soldier, mais ça reste en tout cas son bébé, comme Krakoa était un peu son bébé aussi. Ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas des séries sur Krakoa qui veut pas d'ailleurs un degré de liberté supérieur, hein, évidemment. Non, et puis avoir effectivement aussi si sur Wolverine finira par peut-être que au fur et à mesure en fait que les séries ça se développent, sont annoncées aussi qu'elles prennent part aussi de façon plus importante avec le reste de l'univers.
et voir donc si ce Ultimate Wolverine va aussi se mêler plus avec les autres. Voilà, c'est ce que j'avais oublié de dire, c'est qu'on est dans une réalité où il n'y a pas encore de mutants en Occident. C'est pour l'instant, l'Ultimate X-Men se concentre sur le Japon. Ouais. Alors c'est pas que les classiques, il y a beaucoup de personnages qui sont beaucoup plus mineurs, et on se doute bien qu'ils se sont laissés une porte de sortie pour faire un jour un Institut Xavier à l'Ouest. Mais ce sera donc le premier, entre guillemets, X-Men de cette nouvelle saga à débarquer. Ce qui, pareil, encore une fois, pose des questions sur quel va être son entourage, quelles vont être ses aventures, quels vont être ses adversaires. Il y a plein de trucs à faire, en fait. Ouais, et donc voilà, on vous proposera Ultimate Wolverine 1 qui est prévu pour le mois de janvier 2025, puisque ce Focus Pups de novembre, vous comptez, c'est 2 mois plus tard, donc ça vous propose des titres après le lancement pour le début de l'année. Novembre plus 2, janvier. C'est les catalogues de précommande. Mais c'est pas con du tout. C'est le système des previews, on ne réinvente pas la roue non plus. Corentin, l'autre titre qu'on peut aller proposer pour ce Focus Pulps, c'est une nouvelle création de Rick Remender dans son label Giant Generator. Ça s'appelle The Seasons. C'est Rick Remender qui va s'associer au dessinateur Paul Azaceta pour une série donc horrifique. On en avait parlé d'ailleurs dans le dernier front page, justement pour ce côté un peu Winsor McKay, un peu Nemo in Slumberland qui se dégageait des planches, sachant que Rick Remender, si vous nous écoutez, vous connaissez tout l'affect qu'on a pour ce très grand créateur du Image Comics moderne, pour ne citer que Black Science ou Deadly Class parmi ses plus grandes réussites, mais même récemment, justement, dans le label Giant Generator, il a fait quelques productions très sympas comme The Holy Roller ou The Sacrificers. Et donc là, il va aussi s'associer avec un dessinateur plutôt réputé, et Paul Azaceta, qui a notamment fait aussi Outcast avec Robert Kirkman. Donc l'horreur, il s'y connaît. Donc The Seasons, qui s'intéresse à quatre sœurs en fait, qui sont les filles Seasons, voilà, et qui en fait sont les filles d'un couple de détectives qui a mystérieusement disparu, à la suite de quoi en fait elles ont dû apprendre à s'élever par elles-mêmes. Et l'intrigue commence quand en fait quelqu'un s'en prend à cette alors c'est pas une fratrie mais à cette sororité du coup, mais je sais pas si ça se dirait comme ça. Je crois que fratrie s'applique aussi pour frères et sœurs. Très bien. Et en fait c'est Spring qui reste le dernier espoir pour sauver ses sorts, je cite, d'un sort qui serait pire que la mort, avec un personnage mystérieux qui s'appelle Ringleader. Et on peut retrouver effectivement cette inspiration un peu Miyazaki dans déjà la profusion de personnages féminins, qui est un motif récurrent de la cinéphilie, je vais dire, du parcours de ce grand bonhomme. Effectivement, l'esthétique est assez particulière. Ça ressemble pas à un projet d'horreur, en fait, pour le dire simplement. En tout cas, pas dans les premières planches qu'on avait vues avec l'annonce. Un monde plus compliqué qui se développera ensuite, mais la référence Little Nemo est intéressante parce que c'est pareil. C'est pas le personnage qui appelle le plus facilement à un comics d'horreur. Little Nemo, il y a ce côté onirique, il y a ce côté cauchemardesque. Voilà, c'est ce côté onirique qui peut virer vers le cauchemar, qui à mon avis sera utilisé, parce que tu vois notamment une scène si vous regardez l'article qu'on avait fait sur l'annonce, mais avec ce personnage masque un peu de carnaval, où tu vois très bien dans quelle mesure en fait ces masques de clown et peuvent vraiment virer vers quelque chose d'inquiétant. Oui, ça peut dégager un imaginaire qu'on voit moins, je trouve, justement dans les comics d'horreur plus américains comme Outcast, qui reste quand même très ancré dans le réel, très brut de décoffrage, on va dire, très hard-boiled et tout. Là, c'est l'occasion, effectivement, et pour Remender, encore une fois, qui est pareil, pas un mec qu'on voit si souvent que ça faire des titres d'épouvante, il y a ça dans sa bibliographie, mais généralement, lui, il va plutôt d'un truc très écorché, très familial, très sanguin. Là, effectivement, le choix de cet environnement esthétique appelle à la nouveauté, et on voit qu'il fait des expériences un peu plus variées, plus diverses avec le Giant Generator. Franchement, moi je suis content, pareil, même le pitch qui fait un peu les 4 filles du Docteur March, tu vois, sur ce côté familial, ce côté sororité, ce côté même un peu passéiste et poussiéreux. Les référents littéraires me plaisent, j'aime beaucoup Azaceta, j'aime beaucoup ce qu'il avait fait avec le Punisher de Jason Aaron aussi, oui. Pardon, le Punisher comme il faut dire en français. Donc ouais, carrément. Et puis encore une fois, c'est un auteur qui continue de se réinventer, continue de chercher de nouvelles histoires à raconter, et c'est vrai que là on a du mal à trouver des projets qui ressemblent à ce point-là à ce qu'on a déjà vu chez lui. Tout à fait, ouais. Donc ça, ce sera un autre titre qu'on vous invite à découvrir. Sachant que, alors c'est vrai que Rick Remender est souvent édité en VF, donc j'imagine que celui-là pourrait trouver son chemin à terme. Encore que faut voir, parce que tous ne sont pas forcément édités par chez nous, et c'est aussi parfois des titres voilà dont on a le sentiment que s'ils doivent finir par arriver, peut-être que vous serez les premiers à les avoir découverts. Peut-être. Voilà, et vous pouvez donc devenir vous-même les prescripteurs dans ce petit milieu des comics en français. Donc briller en société.
Le troisième titre, c'est du côté de chez Boom Studios, et on en a parlé un petit peu juste avant. Donc alors si vous écoutez le Focus Pulps de façon séparée, il faut qu'on refasse un petit peu le pitch, mais ça s'appelle When I Lay My Vengeance Upon Thee. Et donc c'est une série qui nous est écrite par Gus Moreno et qui est dessiné par Jakub Rebelka, un artiste que l'on aime bien et qui a été popularisé quand même ces dernières années avec le travail fait par 404 Graphiques, notamment avec Le Dernier Jour de Lovecraft et aussi Judas chez Boom Studios et prochainement Origin qui arrivera en 2025. Donc là, un quatrième titre à découvrir en VO avant une potentielle arrivée en VF qui n'est pas garantie. Corentin, de quoi ça parle ? Ça parle, c'est l'histoire d'un prêtre, un prêtre catholique, donc qui répond au Vatican, l'autorité papale du Vatican, qui en fait pendant un baptême, donc où il met la tête d'un enfant, d'un bébé nouveau-né sous l'eau pour le laver de son péché originel, malheureusement tue ce pauvre enfant et évidemment il va être sanctionné pour ce crime affreux et envoyé en Amérique du Sud pour apprendre l'exorcisme. Et pourquoi c'est une sanction ? Parce qu'au demeurant ça peut être cool d'apprendre l'exorcisme. Moi j'ai appris quand j'étais petit, je trouve ça très bien, tu vois. Mais tu te confrontes au démon, quoi. Bah oui, et surtout en fait c'est un que peu dangereux. La personne qui va l'accueillir, donc qui est un autre curé un peu obscur, justement en fait on ne sait pas exactement qui c'est, d'où il tire ses pouvoirs, en quoi sa méthode d'exercice est très différente de celle du Vatican, parce que c'est un monde dans lequel on t'explique que les exorcistes traditionnels, ceux qu'on voit dans le film L'Exorciste, Jésus dans The Power of Christ Compels You et compagnie, très bon film au demeurant, cette méthode-là n'est pas appliquée par ce sorcier prêtre, et une fois arrivés sur place, ils vont découvrir qu'il y a justement des possessions, des crimes, et que tout ça est lié à une communauté dans laquelle en fait il y a un être qui est dans un sommeil profond, mais qui ne meurt pas. Donc c'est assez pointu, assez chez Père. Comme souvent avec Rebelka, c'est son trait le plus abstrait jusqu'ici, le plus déformé, le plus même un peu peinture désaturée. C'est assez particulier à regarder. Les personnages ont des tronches vraiment assez macabres, assez vides. Mais ça peut tout à fait correspondre à justement au lectorat du dernier jour de Howard Phillips Lovecraft, puisque justement c'était l'un de ses projets. Là, il faudrait que vous écoutiez le podcast First Print pour la front page pour comprendre l'analogie, mais c'était l'un de ses projets les plus expérimentaux, et petit à petit en fait il va vers des BD de plus en plus expérimentales, de plus en plus ésotériques, et c'est pas pour nous déplaire. De son côté, Gus Moreno, le scénariste, n'est pas encore un champion des comics, c'est un auteur de prose, qui démarre même, qui se lance tout juste dans l'industrie. Et avoir Rebelka et Boom Studios pour démarrer, c'est plutôt une bonne prise. On sait qu'en plus Boom Studios fait un vrai travail éditorial pour ce côté un peu chercheur de talent, comme il l'avait fait avec Maria Yobet à l'époque de Faithless avec Brian Azzarello. Donc on est chaud, on aime l'exorcisme et l'Amérique du Sud. On n'aime pas forcément, chacun son truc, si vous croyez en Dieu, tant mieux. Mais voilà, c'est cool, et vivement. Voilà, et donc ça arrivera également en début d'année prochaine, on vous rappelle. Oui. Et le titre est un hommage, reprend la fameuse tirade, la marche des vertueux et semé d'embûches qui sont les obstacles. Non, je pourrais te la faire en entier, mais j'ai pas. Non, tu la connais pas tant par cœur que ça. Si, je te jure. Attends, tu veux? Non, je veux pas. Allez. Je veux pas. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour ça. Il faut dérouler également le reste de nos émissions. Mais donc voilà, ça c'est les trois titres donc du Focus Pulps, Ultimate Wolverine, The Seasons et When I Lay My Vengeance Upon Thee. À découvrir donc en début d'année prochaine, mais que vous pouvez précommander dès maintenant chez notre partenaire pulps.fr. Allez sur la page d'accueil dans la section précommande VO, puis la sélection du mois, et vous pourrez les commander à prix de lancement là-bas. N'hésitez pas à nous dire si après ces descriptions vous avez envie de tenter le coup. Ça nous intéresse de savoir si parfois vous suivez nos recommandations, et on va donc ensuite continuer la suite du front page.